Vous pensez sûrement que c'est le feu qui a permis aux premiers humains de survivre aux hivers glaciaires. Mais voilà, pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres ont traversé des nuits glaciales presque sans feu. Les scientifiques ont découvert que quelque chose de bien plus étrange se produisait. Imaginez la scène. Vous êtes debout dans une forêt européenne un soir. Il y a environ 800 000 ans, le soleil décline, le vent tranche à travers les arbres comme une lame. Vous n'avez pas de veste, pas d'allumettes, pas de chaussettes en laine, pas de thermos de thé, juste vous et votre groupe. D'une manière ou d'une autre, tu es censé être encore en vie quand le soleil se lèvera. La réponse n'est pas évidente. Quand je dis humains anciens, je ne parle pas des peintres des cavernes de vos manuels scolaires, des ancêtres lointains. Homo erectus, Homo antecessor, les premiers néandertaliens. Des homininés qui marchaient debout, taillaient des outils de pierre, vivaient en groupes sociaux, mais qui, presque à coup sûr, ne maîtrisaient pas le feu à volonté. Cela change toute l'histoire. La plupart des chercheurs s'accordent à dire que l'usage fiable et quotidien du feu n'apparaît dans les archives archéologiques qu'il y a environ 400 000 ans. Certains indices suggèrent une date plus ancienne, d'accord. Quelques os brûlés, quelques silex calcinés, mais rien de vraiment fiable. Un foyer utilisé encore et encore, une famille qui compte sur les flammes chaque nuit, voilà une invention bien plus tardive. Ce qui signifie que pendant des centaines de milliers d'années auparavant, nos ancêtres ont traversé de véritables hivers sans feu. Dans des lieux véritablement glacials, sans l'unique outil que nous jugeons essentiel à la survie. Et ils n'ont pas seulement survécu, ils se sont répandus. Ils ont migré vers le nord, dans ce qui est aujourd'hui l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Ils y ont bâti des lignées entières, dans des paysages où une personne moderne en tenue de sport serait morte avant le matin. Comment faisaient-ils ? Voilà l'énigme. Et c'est important car les réponses changent votre façon de percevoir votre corps, vos envies et vos humeurs, et même pourquoi on a envie de se blottir contre quelqu'un en hiver. Mais d'abord, il faut casser un grand mythe. Le mythe raconte ceci. Les humains sont en gros des singes tropicaux. Nous avons évolué dans la chaleur de l'Afrique, fragiles et sans poils. Sans le feu ni les vêtements, nous mourrions de froid en une seule nuit. Cela paraît évident, on le voit dans beaucoup de documentaires. Mais les archives fossiles ne sont pas tout à fait d'accord. Dans le nord de l'Espagne, dans un réseau de grottes appelé Atapuerca, des scientifiques ont découvert des ossements anciens. Ils appartenaient à Homo antecessor, des hominidés qui vivaient il y a environ 800 000 ans. Pas dans une jungle, pas sur une plage, en Europe. Pendant des saisons de neige, de gel, de longs mois d'obscurité, presque aucune trace de feu. Allez plus au nord et vous trouverez en Angleterre des outils en pierre datant d'il y a environ 900 000 ans. Ce paysage, même dans ses phases chaudes, connaissait des hivers d'une brutalité sans commune mesure avec ce à quoi les grands singes africains s'étaient jamais adaptés. Quelqu'un était là. Quelqu'un fabriquait des outils avec des doigts glacés, dormait dehors sur le sol gelé et se réveillait le lendemain. Ainsi, l'idée que nos ancêtres étaient de délicates créatures tropicales qui ne se sont aventurées vers le nord qu'après avoir inventé le feu est erronée. Ils vivaient dans le froid bien avant de maîtriser le feu, ce qui veut dire qu'ils devaient survivre autrement. En fait, de plusieurs autres façons. Leur corps en faisait une partie, leur comportement en faisait une partie, et leur cerveau, discrètement, accomplissait la partie la plus étrange de toutes. Alors, qu'est-ce qui les a maintenus en vie durant ce premier hiver ? Commençons par le corps. Il s'avère que la biologie humaine possède bien plus d'astuces intégrées contre le froid que la plupart des gens ne l'imaginent. Vous possédez ce qu'on appelle de la graisse brune. C'est un tissu particulier, situé principalement autour du cou, des épaules et du haut du dos. Contrairement à la graisse ordinaire, la graisse brune ne se contente pas de stocker l'énergie. Elle brûle réellement de l'énergie pour produire de la chaleur corporelle. Les bébés en ont beaucoup. C'est pour ça que les nouveau-nés n'ont pas froid, même s'ils ne savent pas encore vraiment frissonner. Les adultes en ont moins, mais nous en avons encore. Chez les personnes vivant dans des climats froids, l'activité de la graisse brune augmente de façon mesurable. Ensuite, le frelottement lui-même, ou thermogénèse si vous voulez le terme scientifique, les muscles se contractent rapidement et cette friction génère de la chaleur. Ce n'est pas efficace, ça brûle beaucoup de calories.
Mais ça fonctionne assez longtemps pour survivre à une mauvaise nuit. Nos ancêtres avaient plus de masse musculaire et une vie physique. Ils pouvaient frissonner plus fort et plus longtemps que nous ne le pourrons jamais. Maintenant, ajoutons la forme du corps. Regardez n'importe quel squelette de néandertalien et vous remarquez quelque chose immédiatement. Court, trapu, avec un torse en forme de tonneau. Leurs bras et leurs jambes restent assez courts par rapport au torse, et cette forme n'a rien d'un hasard. C'est la règle de Bergman et la règle d'Allen en action, deux schémas que les scientifiques ont observés chez les espèces des climats froids. La règle de Bergman dit que les populations vivant dans les climats plus froids ont tendance à être plus massives, avec davantage de masse par rapport à la surface corporelle. Moins de surface pour le même volume, c'est moins de chaleur qui s'échappe dans l'air glacial autour de vous. La règle d'Allen dit la même chose pour les membres. Des bras plus courts, des jambes plus courtes, et même des nez plus courts dans les climats froids. Parce que les parties saillantes laissent échapper le plus de chaleur, la sélection naturelle les réduit discrètement dans les endroits les plus froids de la Terre. Les Néandertaliens correspondent presque parfaitement à ces deux règles. Leur morphologie était, au sens propre, une conception thermique. Même leur nez était large et épaté, sans doute pour réchauffer et humidifier l'air glacial avant qu'il n'atteigne leurs poumons. Leur corps ne luttait pas contre le froid. Leur corps était en réalité conçu pour ça. Mais voilà le truc. Même le corps le plus adapté au froid au monde ne peut survivre à un hiver européen nu et à découvert. La biologie vous mène à mi-chemin. La biologie seule ne pouvait pas y parvenir. Ce qui nous amène au comportement. Et c'est là que nos ancêtres deviennent vraiment ingénieux, d'une manière qui ne nécessite ni langage, ni feu, ni technologie moderne. Un abri. C'est le premier réflexe. Pas des cabanes sophistiquées, juste n'importe quoi qui coupe le vent et retient la chaleur. Un surplomb rocheux, une petite grotte, le côté abrité d'un gros rocher. N'importe où le vent ne peut pas t'atteindre. Et l'archéologie le confirme. Des sites à travers l'Europe et l'Asie montrent que les humains anciens campaient encore et encore à ces endroits. Des endroits qui ne nous semblent pas impressionnants, mais qui réduisent le refroidissement éolien de moitié, voire davantage. Et puis, il y a ce qu'ils portaient, ou plus exactement, ce qu'ils enroulaient autour d'eux pour se réchauffer. Bien avant que quiconque ne cause des vêtements ajustés avec des aiguilles en os, nos ancêtres drapaient des peaux de bêtes sur leurs épaules. Une peau fraîche, encore grasse, est un isolant étonnamment efficace. Pas de boutons, aucune couture nécessaire. Il vous faut juste quelque chose de mort et de poilu entre vous et le froid. C'est vraiment tout ce qu'il faut. Des études montrent que de simples abris en peau avec un pare-vent peuvent augmenter la température supportable de plusieurs dizaines de degrés. Vient ensuite la ruse la plus ancienne et la plus simple de toutes, se blottir. Deux humains serrés l'un contre l'autre génèrent bien plus de chaleur que deux personnes dormant séparément. 3 ou 4 corps, c'est encore mieux. Une petite famille blottie sous des peaux, dans un abri rocheux, à l'abri du vent. Et puis il y a le plus grand changement de comportement de tous. Simplement partir. La migration saisonnière, suivre les troupeaux vers des vallées un peu plus chaudes. Nos ancêtres ne restaient pas immobiles à endurer. Ils étaient en mouvement. Ils lisaient la terre, choisissant un meilleur territoire à chaque saison. D'une certaine manière, ils vivaient davantage comme des animaux migrateurs que comme des propriétaires modernes attendant la fin du froid bien au chaud chez eux. Assemblez tout cela. Des corps faits pour le froid, des abris simples, des peaux enroulées autour du corps, le groupe serré et le suivi de la nourriture. Cela suffit à expliquer bien des hivers. Puis, les archéologues ont découvert quelque chose de bien plus étrange à Atapuerca. Dans ce même réseau de grottes espagnoles se trouve un site appelé Cima de los Huesos, la fosse aux ossements. Tout au fond d'un puits profond, des chercheurs ont découvert les restes de dizaines d'êtres humains anciens, conservés pendant des centaines de milliers d'années. En étudiant ces os attentivement, les scientifiques ont remarqué quelque chose d'étrange. Les os présentaient des schémas de croissance interrompus, des schémas saisonniers. Pas les ralentissements progressifs auxquels on s'attendrait dans une vie normale. Quelque chose de plus spectaculaire. Des couches dans l'os qui ressemblaient, aux yeux de certains chercheurs, étrangement à celles des animaux qui hibernent.
Les animaux dont le métabolisme chute considérablement pendant les mois froids, dont les eaux interrompent essentiellement leur entretien habituel. Alors, cette découverte reste débattue. Tous les paléoanthropologues ne sont pas d'accord. L'hibernation humaine, ça ressemble à de la science-fiction. Mais les chercheurs qui ont publié cette étude ont avancé une idée fascinante sur nos anciens ancêtres européens confrontés à de sombres hivers. Confrontés au froid et au manque de nourriture, ils sont peut-être entrés dans un état de torpeur profonde. Pas une véritable hibernation, comme celle des ours, mais quelque chose d'approchant. Un métabolisme ralenti, de longues périodes d'activité réduite passées presque sans bouger et presque sans manger. Laisser le corps tourner au ralenti pour économiser des calories pendant les pires semaines d'obscurité hivernale. Imaginez la scène. Un petit groupe entassé au fond d'un abri, sous des pots, à peine éveillés, à peine en train de manger, en attente. Ils ne dorment pas comme nous dormons aujourd'hui, mais glissent doucement dans un mode d'économie d'énergie. Leur corps ne brûle presque rien. Leur cerveau est en veille, sans s'éteindre. Plus proche d'un ours des cavernes que de l'homme moderne. Est-ce prouvé? Non. Est-ce plausible? De plus en plus, oui. D'autres mammifères le font, et notre physiologie en porte peut-être encore les échos. Certains chercheurs soulignent comment nos cycles de sommeil se modifient en hiver, comment l'appétit change, comment l'énergie diminue visiblement. De faibles échos modernes de ce programme ancien inscrit dans notre biologie. Et croyez-moi, ça devient encore plus étrange à partir d'ici. Parce que même la torpeur, semblable à l'hibernation, ne fonctionne pas seule. Elle exige d'autres personnes. Elle exige la confiance. Elle exige un groupe. Un groupe prêt à rester uni, à se réchauffer ensemble et à prendre soin de ceux qui sont trop faibles pour se défendre seuls. Nous en venons ici à la dimension sociale, où nos ancêtres révèlent ce qui les distinguait des autres animaux des climats froids. Un ours hiberne seul. Une meute de loups chasse tout l'hiver. Mais les humains anciens ont fait quelque chose qu'aucune autre espèce n'a égalé. Ils partageaient leur corps. Partager un feu était rarement envisageable, mais la chaleur d'un contact rapproché, elle, restait toujours à portée de main. La taille du groupe comptait. 15 personnes blotties dans un abri perdent moins de chaleur par personne qu'un groupe de 3. Il existe un argument thermique pour rester ensemble, au-delà du simple fait d'aimer sa famille. Le froid a littéralement sélectionné la sociabilité. Regardez les preuves fossiles d'entraide. Des individus portant d'anciennes blessures cicatrisées, des membres âgés aux dents usées, incapables de mastiquer. Des gens qui, dans un environnement froid et impitoyable, n'auraient jamais dû survivre à un seul hiver, seuls. Et pourtant, ils l'ont fait. Leurs os vous racontent que quelqu'un leur apportait de la nourriture, quelqu'un partageait sa peau, quelqu'un leur faisait une place au creux du groupe. Il s'avère que prendre soin des malades et des personnes âgées n'est pas une invention moderne. C'est ancien, cela fait partie du kit de survie. Ajoutez les prémices de la planification. Une conscience de soi au sens fonctionnel. Pensez à demain, au mois prochain, à la prochaine vague de froid. Tous ne pensent pas que les premiers homininés en étaient capables. Mais chez les Néandertaliens, et à coup sûr chez les premiers humains modernes, on en voit des signes évidents. Le stockage de la nourriture, les caches d'outils, la réutilisation des camps saisonniers, des groupes revenant au même abri année après année, se souvenant de ce qui fonctionnait. Cette mémoire, cette capacité à se projeter dans l'avenir, à se dire « l'hiver prochain arrive, il faut nous préparer ». C'est le début d'une forme d'intelligence bien particulière qui nous mène droit à la véritable arme de survie. Quand on retire tout le reste, la graisse brune, les corps trapus, les grottes, les peaux, les groupes serrés, il vous reste un seul ingrédient qui a rendu les humains véritablement redoutables dans les climats froids. C'était la cognition. Des cerveaux capables de planifier, des cerveaux capables d'imaginer l'hiver avant qu'il n'arrive, des mois à l'avance, chaque année. Des cerveaux capables de transformer un cerf mort en nourriture pour 3 mois au lieu de seulement 3 jours. Il existe une expression que les anthropologues emploient parfois pour désigner notre espèce, l'humain, ce super prédateur. Voilà comment il nous appelle. On l'associe généralement à la chasse. Mais le même mot décrit la façon dont nos ancêtres affrontaient l'hiver lui-même.
car la plupart des animaux affrontent le froid de manière réactive. Ils mangent ce qu'ils peuvent, ils s'abritent où ils peuvent, ils meurent quand ils ne peuvent pas. Les humains anciens, eux, affrontaient l'hiver de manière proactive, en le planifiant des mois à l'avance. Ils stockaient de la nourriture à l'automne pour la consommer durant les mois morts, quand plus rien ne poussait. Ils observaient les saisons et se déplaçaient avant la neige. Ils surveillaient les troupeaux, les plantes, le ciel. Ils lisaient l'année à venir comme un document, décodant des signaux que la plupart des autres créatures ne remarquaient même pas. La sélection naturelle, au fil de centaines de milliers d'années, a discrètement favorisé les planificateurs dans chaque génération d'humains. Ceux qui se souvenaient de l'endroit où était enterrée la dernière réserve de nourriture et les provisions cachées de l'hiver. Ceux qui savaient reconnaître qu'un certain type de nuage annonçait une tempête pour le lendemain. Ceux qui ont compris que le groupe devait quitter cette vallée maintenant, pas la semaine prochaine. Ces individus ont survécu. Ils ont eu davantage d'enfants. Et leurs gènes sont restés discrètement dans le patrimoine humain, pour toujours. Ceux qui n'ont pas planifié, pas partagé, pas coopéré, pas su se souvenir, ceux-là, pour la plupart, n'ont pas vu le printemps. Le froid était un filtre. Il s'est exercé sur notre espèce pendant très longtemps, façonnant ce que nous sommes devenus. Ce qui en est ressorti, c'est un cerveau conçu pour s'inquiéter de l'avenir, pour ramasser des réserves. Un cerveau conçu pour appartenir à un groupe et pour se souvenir de la chaleur au cœur du froid glacial. Certains chercheurs affirment que les hivers froids, bien plus que les étés chauds, ont réellement façonné l'esprit humain moderne que nous portons aujourd'hui. Les climats chauds permettent d'improviser, les climats froids exigent de la prévoyance. Au fil des générations, cette prévoyance s'inscrit discrètement dans notre biologie. Et vous utilisez encore ce logiciel ancestral ? Observez ce que fait votre corps, Novembre. Observez ce qu'il désire. Il veut plus de nourriture. Pas un peu plus, nettement plus. Il réclame du gras, du sucre, des aliments lourds, chauds et denses. Ce n'est pas un défaut moral moderne, c'est un système bâti au fil de centaines de milliers d'hivers passés, bien avant la maîtrise du feu. Encore à essayer de vous engraisser pour une pénurie qui n'arrive plus à votre porte en décembre. Vos ancêtres avaient besoin de cette couche de graisse pour survivre à des semaines de faible nourriture et de très faible activité hivernale. Ton corps ne sait pas que tu as un appartement chauffé et une épicerie qui t'attend au coin de la rue. Il exécute encore l'ancien code. Chaque envie de ragoût en décembre est un message des hivers anciens. Remarquez ce qui arrive à votre humeur en compagnie des autres. En hiver, à travers toutes les cultures, les humains ont profondément besoin d'être ensemble. Les fêtes se regroupent autour des mois les plus sombres. Les familles se rassemblent. Même les introvertis ressentent l'attrait de la chaleur et de la proximité. Ce n'est pas juste une question de culture. C'est un corps qui se souvient qu'affronter l'hiver seul, c'était autrefois synonyme de mort. Un corps qui vous attire vers la mêlée, parce que la mêlée est précisément la raison pour laquelle vous existez. Remarquez ces changements d'humeur saisonniers. Cette lourdeur pendant les mois où les journées sont courtes, l'envie de dormir davantage, cette énergie étrangement plus basse. La médecine moderne a des noms pour cela et le traite comme un trouble. Et pour certaines personnes, c'est véritablement invalidant. Mais à une échelle plus douce, ce pourrait être un très vieil écho, le murmure de cet ancien état de torpeur que connaissaient nos ancêtres. Un léger ralentissement métabolique qui aidait autrefois nos ancêtres à traverser les mois d'hiver quand il n'y avait rien d'autre à faire qu'attendre. Votre corps se souvient encore de ces hivers d'avant le feu, que vous en ayez conscience ou non, dans chaque frisson et chaque envie. Chaque paresseux après-midi de janvier, chaque envie de cuisiner quelque chose de réconfortant, chaque impulsion d'inviter un ami proche. Ce ne sont pas des bizarreries modernes, ce sont les empreintes d'une espèce qui a survécu au froid sans allumettes ni laine, sans chauffage, sans rien d'autre que la chair, la peau, la chaleur du groupe et un cerveau capable de vraiment anticiper. Une dernière étrange question demeure. Nous avons parlé de la façon dont les humains anciens survivaient à l'hiver sans feu, mais franchement, l'autre côté de la médaille est tout aussi fascinant, car la même espèce qui a vaincu le froid a aussi dû vaincre la chaleur dans les déserts et les étés meurtriers. Été sec, soleil de midi mortel, et encore une fois, pas de climatisation, pas d'eau en bouteille, aucune technologie d'ombrage pour aider. Alors,
Comment nos ancêtres ont-ils survécu à des étés qui tueraient un humain moderne mal préparé aussi facilement que n'importe quelle nuit de l'ère glaciaire? Il s'avère qu'ils avaient tout un ensemble d'astuces de survie bien différentes, et l'une d'elles, on l'utilise encore chaque fois qu'on transpire. Si celle-ci vous a plu, abonnez-vous. Je fais des vidéos sur les questions étranges dont je veux vraiment connaître les réponses. Rien de bruyant, aucun cri, juste de la curiosité. Et si vous avez appris quelque chose sur votre propre corps aujourd'hui, partagez-le autour de vous. Partage-la avec la personne que tu voudrais à tes côtés dans ton